je suis pas très scolaire. Ça va pas être vraiment des cours, hein, les potes. Mais on va essayer donc les travaux qui semblent importants pour nous aujourd'hui. Bon, vous avez fait tous le tour des ruches, là? Alors là, c'est important d'y aller, hein. C'est très important d'aller aux ruches. Bah, les ouvrir, non, mais... J'ai ouvert, mais je sais pas, ouvert, j'ai regardé s'ils remplissaient bien tous les cadres. Voilà, ouais. Dessus, mais j'ai pas ouvert. Alors, il faut les sous-peser. Ouais, les peser. Voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est de peser ces ruches pour de voir si elles n'ont pas trop perdu, si vous arrivez à la lever facile. Vous voyez le poids d'une ruchette, hein. Si la ruchette ou la ruche, vous la prenez par derrière, vous la sous-pesez. Si elle vous semble trop légère, il faut mettre un pain de candy, c'est important. On ne met pas de sirop sur les colonies aujourd'hui et on ne met pas de sirop au printemps sur les colonies. Hey! Il y a deux raisons à ça. C'est que la première, c'est que le sirop... En dessous de 13-14 degrés, il est très mal assimilé par les abeilles et donc il risque de leur donner la diarrhée, la nausémose. Donc ça, après, c'est quasi... ils vont mettre 2 mois à s'en défaire. C'est un problème gastrique. Et la deuxième raison, c'est que ça va stimuler la ponte de la reine et vous avez de grandes chances d'avoir des essaimages tôt en saison que vous ne serez pas capable de gérer. Donc il ne faut absolument pas nourrir au sirop de tout le printemps. Ça, c'est primordial. On ne nourrit pas au sirop. Si vous gérez bien ou si votre objectif, c'est de faire des essaims, vous pouvez à la limite siroter des petites quantités, un demi-litre de sirop, quoi, que vous mettez tiède et bien dilué. Genre du sirop que vous diluez à 50%, vous mettez la moitié de sirop, la moitié d'eau, et puis qu'il soit tiédi à 30 degrés, 32 degrés, et là vous le mettez dans le nourrisseur cadre ou au-dessus de la tête de cadre, et ça va vous aider à faire des essaims, mais très tôt en saison. C'est des essaims que vous allez faire avant le 20 avril, quoi. Donc vous aurez peu de mal. Il faut absolument que vous ayez des reines de côté pour faire ça. Donc voilà. Donc là, on ne fait pas de stimulation au sirop, ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Au printemps, on ne fait pas ça. On pèse les ruches, ça c'est un travail qui est très important. Et donc, si les ruches, elles sont trop légères, vous ouvrez le couvre-cadre, vous regardez. Si par exemple, les abeilles, elles habitent que la partie droite ou la partie gauche de la ruche, qu'elles sont petites, une colonie qui est sur 4 cadres, et bien cette colonie-là, il va falloir la resserrer. Le resserrement, on le fait avec des partitions chaudes. C'est obligatoire. Des partitions chaudes, parce que ça, c'est quelque chose qui va permettre à la colonie de garder la chaleur qu'elle va produire. Plus elles gardent de chaleur dans la ruche, moins elles consomment de provisions, plus elles font de couvain. C'est aussi bête que ça. Une colonie qui est bien au chaud, c'est une colonie qui va se sentir bien. Donc si elle occupe plus que 3-4 cadres, vous n'hésitez pas. Vous enlevez un cadre de chaque côté, vous mettez une partition chaude de chaque côté du couvain. Non mais il croit qu'il y a des souris, tu sais. Allez! Donc vous mettez une partition chaude de chaque côté. Et puis, cette partition chaude, vous pouvez la recouvrir avec un isolant bulle. Alors moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'utilise l'isolant comme ça. Je le mets dessus la tête des cadres avec un demi-pain de candy, par exemple. Vous le mettez et vous remettez le nourrisseur à l'envers. Et là, vous avez quelque chose d'étanche et de chaud. La colonie, elle va garder la chaleur. Il ne faut pas fermer la plaque de fond parce que le couvain, il a besoin d'oxygène pour se développer. Si vous fermez la plaque de fond, vous n'avez plus que l'entrée devant la porte. Ça ne suffira pas pour que la colonie, elle se développe correctement. On laisse le plancher ouvert, on met un demi-pain de candy et on laisse tranquille. Vous revenez 2 semaines plus tard, vous regardez le développement. On sera déjà fin mars, vous pourrez voir si c'est possible. Si la colonie, elle s'est bien développée, eh ben, on peut décaler la partition chaude et remettre un cadre bâti qui lui restait d'à côté. D'accord? Et par contre, pour les colonies qui sont fortes, là, rapidement, il va falloir mettre des cadres neufs. Donc, je ne sais pas comment vous gérez les colonies. Si elles sont sur 10 cadres, eh ben, il faut enlever 2 cadres de chaque... un cadre de chaque côté. Vous avez souvent les 2 cadres qui sont là. Ces cadres-là, ils sont vides. Et vous savez bien, quand vous écartez les cadres pour le remplacement, c'est toujours ces cadres-là qui finissent à la fin, c'est les plus vieux. Donc, les cadres externes, c'est les cadres les plus vieux. On va extraire les 2 cadres externes. Donc, je vous ai pris un... Alors, je vais vous montrer exactement comment je fais moi. Donc, les 2 cadres qui sont en sortie, c'est les 2 vieux cadres. Vous enlevez ces 2 cadres-là. Donc, de chaque côté, on va enlever le cadre qui est ancien. On va décaler les 2 cadres qui sont là. Mais Néo, va-t'en!
On décale ces deux cadres-là. Et là, vous vous retrouvez avec un creux, un vide ici. Vous mettez la cire neuve, une cire neuve, en troisième position. Le couvain, il est ici. Vous mettez la cire neuve en troisième position. Pourquoi? Parce que le couvain, si vous savez, ça fait un ballon de rugby. On met juste après le dernier cadre de couvain, quoi. Non, des fois, le cadre de couvain, celui-là, ça va en être un. On coupe quand même, c'est pas... Ah oui, oui, tu t'occupes pas. Je te donne ma méthode à moi. Ma méthode, c'est de casser le couvain en deux. Nous, on s'en fout. D'accord? De chaque côté, on va faire ça. Dès que la colonie elle est populeuse, quand tu vas arriver au 20 mars, il faudra renouveler des cadres. Tu enlèves les deux cadres externes. Tu décales les deux cadres qui sont à droite, puis pareil de l'autre côté. Hein. Et tu insères une cire gaufrée là. Je t'explique pourquoi. Parce que pour gaufrer une feuille, il faut qu'il fasse 30 degrés passés. Si tu mets la gaufre ici, la colonie, elle ira pas. Ou elle ira que quand elle sera subdéveloppée. Et puis tu pourras pas... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, mais après, on pose des questions après. Mais pour l'instant, j'explique pourquoi je fais comme ça. La raison, c'est que ici, il fait plus chaud qu'ici. Et puis en plus, comme le couvain, il fait un ballon, le bouquet ici, il est moins grand que le bouquet ici. Donc si tu mets la feuille à cet endroit-là, tu auras plus de surface de couvain sur cette troisième feuille. Parce que en la mettant ici, il y a plus de couvain sur cette partie-là. Elles vont rééquilibrer le couvain de la même taille. Et donc, tu as une colonie qui va se développer un peu plus vite. Tu vois? Donc ma question c'était, au lieu de mettre une feuille entière, on peut mettre une amorce ou... Oui, tu peux mettre qu'une... Ils vont plus vite, À faire tout seul. Bah alors, nous, je vais... La reine, elles font tout de suite des deux côtés, quoi. Ouais, non. Ça, c'est pas vrai. Par contre, ce qui va se passer, si tu mets une demi-feuille en troisième position, c'est que toute cette partie-là, ça va être des mâles. Donc, si tu veux avoir des mâles pour les piéger, par exemple, voilà. Non, mais même un cadre comme ça, mais un cadre à jambage, c'est plus facile à détruire, à la limite. Mais ça va être de la gestion mécanique du varroa. Mais moi, je ne fais pas de gestion du varroa avec les mâles, puisque les mâles, j'en ai besoin. Moi, je mets des cires entières. Alors oui, sur les colonies sélectionnées, on va mettre des gaufres, des demi-gaufres. Ou nous, on a des cires à mâles. Donc c'est une feuille comme ça, avec des alvéoles de mâles. Voilà. Et donc ça, on le fait des deux côtés. Alors si vous avez beaucoup de vieux cadres, par exemple la ruche, vous voyez que les deux cadres externes, ils sont moisis. Bah, vous faites la première intervention, la première semaine, vous faites ça. Puis la deuxième semaine, vous enlevez l'autre cadre. Celui-là, il sera bâti pondu. Vous les redécalez, puis vous remettez votre cire neuve en troisième position. On fait toujours le même travail alors. Alors si jamais la colonie, vous avez l'impression qu'elle n'est pas assez développée, vous n'êtes pas obligé de changer les deux cadres d'un coup. Vous faites d'abord un côté, et puis la semaine d'après, vous revenez, puis vous faites l'autre côté, puis ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez au moins 4 cadres neufs sur la colonie. Ce que moi, je vous conseillerais de faire, c'est en fin de saison, vous faites un petit essaim sur une ruche. Par exemple, vous avez 5 ruches sur 10 cadres. Pour éviter que la colonie elle hiverne sur 10 cadres, vous faites un petit essaim sur 4 cadres que vous mettez en ruchette, et puis vous mettez 2 partitions chaudes dans votre ruche qui elle, va hiverner sur 6 cadres. Et puis au printemps d'après, les 4 cadres à renouveler, ça sera facile de le faire. Vous n'aurez pas perdu de cadre. Vos cadres qui étaient dedans, ils ne seront pas abîmés en externe, moisis, parce qu'ils sont restés en extérieur et que les abeilles, elles ne les chauffaient pas. Et puis en plus, vous aurez un essaim supplémentaire, quoi. Puis au printemps d'après, la gestion de l'essaimage aussi, elle est vraiment beaucoup plus facile quand on hiverne les colonies sur 6 cadres. Parce que comme on renouvelle 4 cadres d'un coup, le temps qu'elles bâtissent les 4 cadres, ça fait vraiment baisser la pression de l'essaimage. Mais ce sera le mois prochain, on parlera de l'essaimage et des essaims. Et vous savez, c'est ce qu'elle fait en permanence, me canaliser. C'est mieux en 3 et 7 qu'en 2 et 9. Oui. Moi, je faisais 2 et 9. Oui, mais c'est trop écarté pour moi. Et d'une, c'est trop écarté. Et donc, ça ne te permet pas de renouveler vraiment les vieux cadres. Parce que tu sais bien qu'en fait, on va être honnête, les 2 cadres de chaque côté, ils ne sont pas beaux. Souvent. Quand tu arrives au printemps, celui-là, il est vraiment laid. Le 10 et le 1, ils sont vraiment laids. Et puis le 9 et le 2, ils sont souvent très, très sales aussi. Donc, vous savez, c'est bon pour la colonie de renouveler des cadres. C'est bon pour elle parce que, et d'une, les vieux cadres, c'est ceux avec les alvéoles qui sont déjà très utilisés pour la naissance du couvain. Et donc, ils sont moins belles, quoi. Souvent, elles sont même déformées. Et puis, ils sont un peu noirs. Donc, ça contient quand même des molécules aussi, celles du traitement. Et puis c'est bon pour l'abeille de cirer.
C'est dans son cycle naturel, elle doit cirer des cadres. Donc lui mettre des cadres neufs, c'est une bonne chose. Et puis pour la trophylaxie, que la ruche elle soit saine en permanence, qu'elle ne soit pas malade, c'est bon d'avoir des cadres neufs. Nous, on renouvelle quasiment 100% des cadres chaque année. Oui. Est-ce qu'on peut remettre les deux cadres neufs en même temps qu'on met les deux partitions, par exemple? Alors, non. Parce que si tu mets des cadres neufs, c'est que la colonie elle est assez développée pour accepter les deux cadres neufs, parce que tu ne vas pas faire ça sur une colonie qui est sur 4 cadres. C'est exactement le contraire. La colonie est un peu faible, je mets mes deux partitions. Est-ce que je renouvelle des cadres en même temps? Ben non, si elle est trop faible, elle ne sera pas apte à bâtir les cadres. Il faut quand même que tu aies une population qui soit développée pour mettre des cires neuves. C'est pas du systématique ça. Tu viens pas, tu ouvres toutes tes ruches et puis tu rajoutes 2 cadres à chaque ruche. Non, c'est presque du cas par cas. Tu viens, il y a une colonie qui est belle, hop, je lui mets 2 cadres. Ah, celle-là, elle est moins belle, je lui mets qu'un cadre. Ah, ben celle-là, elle est trop petite, je la resserre, je mets 2 partitions. Et je lui mets un pain de candy pour l'aider. Tu peux même acheter du candy protéiné, couper un sachet de candy protéiné en 4, puis le mettre à une colonie qui est un peu faible. Parce que, voilà, sur la tête de cadre, elle est en contact avec la colonie. C'est mieux de le mettre directement sur la tête de cadre que de le mettre sur le dessus du nourrisseur. Si tu mets ici, le candy va être à 30 degrés passé. Si tu le mets dans le nourrisseur, il y aura quand même une rupture de chaleur. Et donc le candy va durcir et puis elles ont du mal à le consommer. Et puis il faut qu'elles sortent pour aller chercher de l'eau pour diluer ce candy qui est quand même... que si jamais il est en contact direct, elles n'ont pas besoin de faire ça. Voilà. C'est mieux de mettre le candy sur les cadres et un plastique ou quelque chose Oui, dessus, oui. ou un plastique avec un trou. Et Non, c'est mieux de mettre directement en contact. le problème, c'est quand tu changes l'hiver, ça taille. Bah tu le mets pas en général, ça va être... Ouais, mais tu as toujours une belle journée. Et puis tu sais, même si tu ouvres, moi je vous le dis, hein, j'ai ouvert des ruches hier. Ouvert. Lever des cadres, regarder s'il y avait du couvain, chercher la reine. Antonin, il est avec moi, il vous dira, hier on a ouvert des ruches. Il ne faut pas avoir des blocages comme ça. Quand vous ouvrez une ruche, vous mettez 5 minutes à le faire. Ben voilà, vous faites vite, vous décalez vite de cadre, vous levez le cadre où il y a du couvain. Ah, la reine, elle pond impeccable. Hop, tu remets le cadre, tu refermes. 5 minutes plus tard, c'est oublié pour la colonie. Il ne faut pas avoir des blocages comme ça. Il vaut mieux ouvrir une ruche et être sûr qu'elle soit en bon soin que de dire « Oh non, je vais attendre un mois, puis un mois plus tard, quand vous venez, elle est morte de faim. » C'est ça. Comment? Ah non, non, non. Oh non, non, non. Alors moi, je vous le dis, hier, on a rajouté des cadres. Hier. Parce qu'on a des mini-plus qui sont débordantes. Et si on ne le fait pas, elles vont bâtir dans tous les sens. On ne pourra plus ouvrir dans un mois. Donc il faut le faire. C'est des travaux que vous devez faire. C'est important de surveiller vos colonies pour voir les provisions, de mettre du candy si la provision n'est pas assez, et puis de rajouter des cadres rapidement. On va dire que là, ils annoncent une très belle semaine la semaine prochaine. Si vous avez un petit peson, vous pesez l'arrière des ruches, vous regardez combien elles sont, et puis dans une semaine, vous repesez l'arrière des ruches, vous voyez si elles ont pris du poids. Si elles ont pris du poids, c'est qu'elles se sont développées. Si elles sont développées, elles sont aptes à ce qu'on rajoute des cadres. Parce que c'est ça en fait la dynamique de la colonie. Si elles rendent du nectar, bah, le nectar, elles peuvent le transformer en cire. Les cirières, il y a beaucoup d'abeilles qui naissent en ce moment. Donc il y a beaucoup de cirières dans la ruche, elles ont besoin de cirer. Si vous ne mettez pas, elles vont faire des bâtisses dans tous les sens et vous allez être emmerdés comme pas possible. Donc, important de remplacer les cadres. Et les planchers, on les enlève en fait. Les fermetures. Oui, oui, les tiroirs, moi j'en mets pas. Donc, mais ceux qui mettent des tiroirs, là c'est le moment d'ouvrir un peu, comme je disais tout à l'heure. Les abeilles, vous savez bien, la chaleur, elle monte. Donc il n'y a pas de fraîcheur qui monte d'en dessous. C'est très peu. Par contre, elles ont besoin d'oxygène pour le développement du couvain. Et vous allez rapidement le voir. Vous pouvez faire des essais vous-même, vous laissez une trappe de fond et vous allez tout de suite voir. Le couvain, il sera toujours à l'avant de la ruche. Si vous enlevez la trappe de fond, les cadres de couvain, ils sont au carré. Pourquoi? Parce que les larves, elles ont besoin d'oxygène pour se développer. Donc, on enlève les trappes maintenant, c'est fini. Si vous voyez qu'il y a une semaine de mauvais temps, vous pouvez les remettre, mais nous, on n'en a pas. On n'en a pas et on n'en met pas. Toute l'année, elle reste ouverte. Les transferts de ruchettes en ruche. Voilà, ce ne sera pas maintenant. Hein. Si tu as des ruchettes sur 6 cadres, que quand tu l'ouvres, elle sort de dedans, que tu ne sais pas où les mettre, dis-toi un seul truc, c'est que dans 15 jours, tu vas avoir beaucoup d'abeilles d'hiver qui vont mourir. Tu comprends? Là, tu as beaucoup d'abeilles parce que tu as toutes les abeilles d'hiver qui sont encore là.
Mais dans 15 jours, toutes ces abeilles d'hiver, elles vont disparaître. Et prendre cette colonie pour la passer en ruche, c'est le risque que le couvain il prenne un coup de froid. Ensuite, tu vas trouver des larves sarcophiées ou alors tu vas même trouver des mycoses. Donc, il faut vraiment éviter. On évite de transférer les essaims. Ça se fera à partir du 10 avril, quoi. Nous, on vend les essaims vers le 20 et je pense qu'en toute honnêteté, il ne faut pas les transférer avant. Parce que il faut vraiment que ce soit développé. Pour que ta dynamique de colonie, elle se maintienne, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'abeilles. Il faut qu'il y ait beaucoup d'abeilles. Hein. Non, c'est pas normal s'ils sont au milieu. Alors, s'ils sont au milieu, je te dirais que tu les laisses, parce que tu ne peux pas enlever les cadres de couvain. Tu comprends bien, les cadres qui vont être... Tu sais bien comment ça se... Tu avais récupéré des vieux cadres pour attraper les essaims? Non, pas pour attraper les essaims, pour avoir un nouvel essaim. C'était pas un cadre neuf. Oui, tu as formé des nouveaux essaims avec des cadres. Et puis du coup, tu les as mis au milieu. Et après, quand tu as agrandi par l'extérieur. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas agrandir par l'extérieur aussi. C'est parce que le renouvellement de cadre, il est impossible quand tu fais comme ça. Tu vois? C'est pour ça que nous, on utilise aussi cette méthode. C'est que chaque année, tu vas décaler les cadres du centre vers l'extérieur. Et puis, du coup, c'est plus facile de renouveler les cadres. Alors, je te dirais que toi, ça fait 1 an que tu fais des abeilles. Tu n'as pas de vieux cadres. Les vieux cadres, c'est 5 ans. Ils sont vieux? Ils sont vieux? Ah ouais, tu as acheté un essaim avec un cadre de hausse dedans? Ouais, ça arrive. Ouais, tu t'y feras. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut que tu fasses dans la saison, c'est tu vas faire un essaim sur chacune de tes colonies. Et dans ce cas-là, tu essaies de prendre des cadres du... Comment? Tu essaies de prendre des cadres du centre, puis de les mettre dedans. Tu vois, puis comme ça renouvellera tes cadres. C'est aussi important d'avoir des vieux cadres dans la ruche. Hein. Vous savez tous qu'il y a une hormone qui s'appelle, chez l'abeille, c'est l'hormone de cohésion. Il faut des vieux cadres. Vous ne pouvez pas avoir 10 nouveaux cadres, hein, c'est impossible. Parce que la colonie, si vous observez un peu vos abeilles, vous allez voir que la colonie, elle est toujours sur les vieux cadres en hiver. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'il y a cette hormone de cohésion qui est sécrétée par les larves, et cette hormone de cohésion, elle fait que la colonie, elle est toujours regroupée sur les vieux cadres. C'est pour ça qu'il faut toujours garder au moins 2 ou 3 vieux cadres dans la ruche, pour que la colonie, elle reste bien homogène. Il faut éviter en hiver de les séparer, ces cadres-là. C'est pour ça que vous avez des fois des colonies qui sont divisées en 2 ou en 3, parce que la colonie, elle est plus bien resserrée, quoi. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, chef. C'est la technique. J'ai 2 techniciens, moi, tu sais. Oh putain, c'est un tout petit. Il n'a pas changé ses lunettes encore. Changer les cadres. Non, t'étais pas. Alors, ça... Il a fait Ah ouais. une liste pour être Ouais, carré. parce que sinon, c'est un bordel sans nom, moi. Sinon, ça part en couille. Ouais. Non, mais oui. Ah moi, je peux tout te faire de tête, hein, mais je te garantis qu'on n'est pas parti. Ouais. Non, mais parce que moi, c'est... T'imagines que pour moi, c'est... Si je veux être saisonnier dans le travail et que je veux vous expliquer les trucs à faire en saison, y a un autre truc qui... Ouais, je vais déborder, comme j'ai déjà fait, en fait. En commençant à parler de sélection, d'élevage et tout le bordel, c'est le brin direct. Donc, on a tous quelques ruches qui sont mortes, ou alors on a un petit peu de matériel qu'on a préparé pour la saison suivante. Donc, c'est important, le matériel qui rentre, de tout de suite le nettoyer et le désinfecter. Ça, c'est très important. Donc, comme je disais, nous, on ne désinfecte pas les fonds avec de l'eau de Javel, parce qu'en fait, je pense en toute honnêteté qu'à force de désinfecter, d'enlever les bactéries, etc., on appauvrit la capacité génétique de l'abeille à être apte à la maladie. Donc nous, on a décidé depuis quelques années, on ne désinfecte plus les fonds, on ne désinfecte plus les nourrisseurs. Par contre, les éléments de ruche, eux, ils sont tous rentrés brûlés. Alors, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que ça durcit le bois et ça me permet de garder les ruches quand même plus longtemps. Et c'est aussi pour la fausse teigne. Et puis, c'est plus facile à nettoyer. Quand vous avez brûlé la ruche, ensuite, la propolis et la cire, elles s'enlèvent toutes seules. Donc, c'est pour ça qu'on les crame. Et puis, là, c'est...
Parce que c'est une méthode japonaise pour maintenir le bois. C'est je les brûle au chalumeau très fort et ensuite on met de l'huile de lin. Et en fait, ça resserre les pores du bois et avec l'huile de lin, ça nourrit l'intérieur du bois et ça permet qu'il soit. C'est imputrescible hein, quand tu fais ça. Ah bah je fais les 2 fois. Donc je brûle, je mets de l'huile de lin quand elle a refroidi. Non, quand elle a refroidi parce que j'en fais 7-8 d'un coup. Et puis après, une fois que j'ai mis la première couche d'huile de lin, je mets un coup de chalumeau dessus pour que l'huile, elle se fluidifie puis qu'elle pénètre bien. Et hop, je remets un coup d'huile de lin par-dessus, tout de suite. Ça permet bien de conserver. Donc les plateaux de fond, c'est des Nico. Bah, je les gratte avec un lève-cadre et puis une brosse métallique pour enlever le plus crado. Et puis à la limite, si vraiment c'est dégueulasse, je vais mettre un coup de jet d'eau, mais jamais d'eau de javel. Ouais, mais la soude, ça désinfecte. Comme je te disais, nous, on n'est pas pour la désinfection absolument. Pas de Karcher, non. Pas de Karcher, non. Non. Et le chalumeau et le lin, tu le fais à l'extérieur aussi? Non, je le fais qu'à l'extérieur, pas à l'intérieur. Je fais le chalumeau intérieur-extérieur, mais le lin, je le fais que extérieur. Alors, et puis tu gagnes un temps pas possible, hein, parce que nous, on fait soit de la peinture à la farine, tu vois, c'est les ruches marron ou les rouges, c'est de la peinture à la farine. Donc c'est une peinture qui coûte 11 € pour 5 litres de peinture. Je vous donne la recette à tous si vous voulez, c'est une peinture suédoise. Ils mettent ça sur les chalets en Suède depuis plusieurs millénaires. Hein. Et donc c'est des ocres naturels, de la farine de blé, du savon noir, de l'oxyde de fer et c'est tout. Et de l'eau. C'est hyper facile à faire. N'importe qui l'a fait à la maison, hein, ça coûte rien du tout à faire. Hein. Et puis ça tient, vous voyez les ruches que vous voyez là, ça fait au moins 7 ou 8 ans qu'elles sont peintes. C'est jamais parti dessus. Hein. Et bon après tu peux remettre un coup, mais moi je suis un peu fainéant peut-être. Je le fais pas. Ouais, ou on n'a pas le temps, c'est possible. C'est l'un ou l'autre. Et après, bah, pour les polystyrènes, bon là on utilise la peinture acrylique. Ouais, c'est pour pas qu'elle se perde. Voilà. Ça vous plaît? Pas de questions? Pas de questions. Putain, je suis vraiment bon, moi. Putain, comment je suis bon. Ah ouais, bah nous, les vieux cadres, ils sont fondus. Ouais, c'est bien, t'es pas bête. Ils sont fondus. Ça, c'est ma fille. Les vieux cadres, on les fond dans une chaudière. Nous, on a une chaudière à cire. Si vous avez besoin, vous pouvez même venir fondre les cadres ici. Hein. Et puis la cire, alors la cire de corps, nous, on n'en fait trop rien. Hein. On peut trop rien en faire. Tu peux faire des bougies, ouais, mais... Ouais. 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 Là, faut pas hésiter à me dire. Hein. Si t'as pas compris, tu me redemandes. La gestion des cadres, t'as pas compris? Faut me dire, hein, faut vraiment pas hésiter. Ça se peut que j'ai été trop vite, Loulou, hein, ça se peut. Hein. Mais donc la gestion des cadres, pour nous, c'est les cadres de corps, ils sont fondus. La cire, elle sert pour faire des bougies, quoi, on va dire. Ou on la file, ou enfin, nous, on s'en sert pas trop. Et par contre, on a les mini plus. Nous, on recycle énormément de cadres de mini plus chaque année, des cadres de hausse. Et ça, par contre, cette cire-là, elle a quand même de la valeur. Donc ça, on la garde et puis on la donne au cirier pour la fondre avec, pour voilà, refaire des feuilles. Bah, vous voyez, toute la cire qui est là, c'est la cire qu'on vient de transformer. Et puis après, ils nous la transforment en cire. On paye 3 balles. Pareil, ce serait peut-être bien de tous s'associer, de venir ici, vous pesez toute la cire que vous avez, parce que vous n'aurez jamais le prix que moi j'ai. Et puis si on en emmène un joli lot, bah, ça peut permettre d'avoir... Ouais, bah, on verra peut-être pour l'année prochaine. Ouais, voilà, ramenez toute la cire, on fait un lot et puis on l'emmène chez le rouge et il nous refile la cire et puis vous venez chercher votre gaufret ici. C'est plus facile que de venir avec 5 kilos chez le rouge et de demander, tu as payé 6 balles le gaufrage, nous on paye 3 € quoi, ou 3,20 €. Donc voilà. Quand tu as grandi une colonie, Oui, tu as mis 4 et sur cette cadre, oui, il y a des partitions chaudes, oui, tu commences à la tirer, tu prends le nombre des cires, voilà. tu commences gauche-droite, symétrique. Ouais, bah nous on est un... Tu sais, moi je suis un peu un neuneu, alors... Non mais parce que moi je fais des trucs que vous allez jamais faire. Par exemple, moi je suis avec mes abeilles, je fais pas de cadeaux. Je leur fais pas de cadeaux parce que c'est du boulot, quoi.
Donc, comme tu dis, elle est sur 7 cadres ou sur 6 cadres. Bon, en temps normal, si ici, tu n'as pas mis de partition chaude qu'elle est collée par là, la colonie, elle va être ici, le long de la partition chaude. Donc, moi, j'aime pas qu'elle soit que d'un côté. Donc, je vais décaler cette partition, je vais mettre une cire ici, et puis je vais décaler 2 cadres, et je vais même lui mettre une cire ici. Donc, je vais lui mettre 2 cadres d'un coup pour pour la recentrer, qu'elle aille un peu par là, tu vois. Et puis, ainsi de suite. Et puis, mais je ne vais pas en mettre de ce côté-ci, parce qu'elle ne viendra pas les bâtir si tout le couvain est de l'autre côté. Donc, c'est un peu de l'adaptation. Mais oui, ça peut être une semaine, tu mets un cadre d'un côté, tu regardes comment la colonie elle s'est développée. Si elle a continué à se développer par là, tu remets la cire au même endroit. Parce que le but, en fait, c'est d'avoir une colonie la plus forte possible rapidement. Donc, si tu mets les cadres du côté où elles ne sont pas, on est d'accord, elles ne vont pas se développer aussi vite que tu le voudrais. Et puis, ce qu'il faut penser, c'est toujours à ce que vous allez faire après. Vous savez, hein, ce qui est intéressant de faire à partir d'aujourd'hui, c'est de vous faire un petit prévisionnel de ce que vous avez envie de faire. Ça va peut-être être un gros bordel la saison et vous n'aurez pas le temps. Mais essayez de suivre une certaine doctrine. Vous établissez un petit planning en vous disant, bon, à telle période, j'aimerais bien faire des essaims. À telle période, j'aimerais bien que mes abeilles, une partie, elles fassent ce miel, et puis l'autre partie, je vais faire des essaims. Vous voyez, j'ai ces reines-là renouvelées parce que l'année dernière, ça n'allait pas. Donc, les reines que tu vas avoir à renouveler, tu penses déjà que tu vas faire des essaims dessus pour ne pas perdre de temps et pour ne pas perdre de matériel génétique. Comme tu as beaucoup d'abeilles dans une ruche, cette reine-là, elle a 3 ans, mais il faut vraiment que je la remplace parce que l'année, elle ne passera pas l'hiver. Donc, tu montes la colonie sur 10 cadres, et puis quand elle est sur 10 cadres, tu fais 3 essaims dedans, tu trouves ta reine, tu l'écrases, tu la remplaces par 3 reines, tu as 3 essaims. Et puis l'année d'après, tu choisis... Ah, faut suivre aussi, hein, parce que là, sinon, ça va pas aller. Hein. Il y a 10... Mais non, je parle pas trop vite. Non, mais en fait, si vous avez une colonie à renouveler la reine, parce que la reine, elle commence à être ancienne, vous n'allez pas faire juste le renouvellement d'une reine sur une colonie 10 cadres. C'est gâché. On est d'accord. Donc, vous allez faire 2 essaims sur la colonie 10 cadres, et puis l'essaim qui restera dedans, vous remplacez la reine qui était dedans. Et comme ça, vous avez 3 ruches pour une. L'année d'après, vous aurez 3 colonies. S'il n'y en a que 2 qui ont passé l'hiver, vous aurez quand même 2 colonies à la place d'une. C'est comme ça qu'on développe, et puis ça permet aussi de toujours maintenir un certain cheptel. Si vous ne vous projetez pas et que vous ne faites pas d'essaim, cette année, vous avez 10 ruches, il y en a 3 qui meurent. L'année d'après, vous n'en avez plus que 7. Ah merde, j'en ai plus que 7. L'année d'après, tu en perds encore 3. Ah j'en ai plus que 4. Si tu ne développes pas ton cheptel, que tu laisses s'aimer, et puis que au final, tu te retrouves à 0 rapidement. Donc, toujours essayer de prévoir. C'est pareil, quand vous avez du matériel, si par exemple vous avez 10 ruches, nous on part d'un principe, on a 2 fois le matériel de ce qu'on a. Ça paraît énorme, hein? Ça paraît énorme par rapport à la quantité de ruches que nous on va avoir. Mais nous on a toujours le double de ce qu'on a. Si j'ai 100 colonies, je vais avoir 100 ruchettes à côté qui vont me permettre de faire des essaims. Et moi je vais même vous dire, j'ai 100 colonies, j'ai 200 ruchettes. Parce que je sais que sur chaque essaim, je vais faire au minimum par an 2 essaims. Donc 200 ruchettes, c'est pas trop. Et il faut toujours que vous essayiez de prévoir ça. J'ai 10 ruches, il me faudrait au moins 5 ruchettes. Parce que sinon, dans la saison, vous allez être débordé rapidement. Il va falloir aller chez Le Rouge ou chez ICO pour chercher 3 ruchettes polystyrène en course. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment toujours avoir du matériel d'avance. C'est important. Comment? Ouais, d'où la place. Ouais. Ouais, après, ça dépend. Oui. Je prends. Moi, je suis pas prioritaire, mais moi, je leur vends des rennes. S'il me casse les couilles demain, je lui dis, quand il me commande des rennes, je lui dis, non, j'en ai pas. Ah, moi, je suis un gros con, hein. Et puis, crois-moi que c'est de pire en pire. Non, mais écoute, moi, je m'en fous. Hein. T'as pas mon matos? L'an dernier, pour la miellerie, ça fait toute une histoire. Parce qu'on avait acheté une première machine à désoperculer. Oh putain, je pars encore en couille, là. Allez, fini, ouais. Donc, j'avais commandé une première machine à désoperculer. Et j'ai un bac d'une marque, Lyson. J'ai commandé la machine Lyson. Quel le con.
qui était censé... Dyson? Oui, je sais pas, il aime bien. Tu serais pas polonais? Allez, va. Et donc... Et donc j'avais commandé une machine qui était censée aller sur mon bac. La machine, elle arrive, 5 500 € quand même. Hein, c'est pas... On essaie de la poser sur le bac, elle rentre pas dessus. Il y a 2 cm qui manquent, quoi. Elle est trop petite. J'appelle le rouge, ça dure 2 mois. 2 mois pour qu'ils trouvent une solution. La solution, c'est quoi? Je ramène la machine, j'en achète une autre à 7 000 €. Donc, je peux te dire... Non, et puis ça va pas sur notre bac. T'as dû acheter un bac. Ouais, j'ai dû racheter un bac. Ouais. Mais bon, après, il s'est assis. Hein, parce que, donc, normalement, il fallait rajouter l'argent de la machine. Donc, au lieu de 5 600, c'était 7 000 et quelque chose. Et puis, en plus, il fallait que je rachète un bac. Ah bah, je peux te dire, j'ai payé le même prix au final. Hein, mais j'ai eu le bac avec. Hein. C'était pas question que je donne 9 000 € pour le matériel que je voulais. Hein, non, non. Donc, voilà. Bah, le truc, c'est que c'est du standard, mais pas pour notre bac qu'on a. Alors, oui? Quand on a une ruche qui est morte, on ne sait pas de quoi elle est morte cet hiver. On en a comme vieux comme ça. C'est le Varrois. Donc, a priori, on a regardé, il n'y a pas de poudre blanche. Il n'y a pas de poudre blanche. Parce que le Varrois, ça fait des poudres blanches. Moi, je vais te dire ce qui... je suis sûr que je peux... J'ai pas vu la ruche, j'ai pas vu les cadres, mais je te dis comment elle est. Tu as du couvain qui est fermé, et puis tu as encore plein de miel dans la ruche. Il n'y a plus de miel? Bah donc c'est mort de faim. Voilà, avec des abeilles dans les alvéoles. Ah bah elles sont mortes de faim. Mortes de faim. Non, mais il n'y a pas de... C'est mort de faim. Et donc, oui. Qu'est-ce qu'on fait de la ruche? La question, c'est est-ce que les cadres, on peut les réutiliser? Poubelle. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu sais de quoi elle est morte? Il y a des vermines dedans, c'est ça? Bah tu sais pas, ouais. Après, si tu as vraiment des cadres qui sont beaux, qui te semblent beaux, alors tous ceux au centre de la ruche, ils sont foutus, hein, c'est poubelle. Tous ceux où il y avait du couvain dessus, c'est poubelle. Hein. Ouais, bah c'est pareil. Tu sais, les vieux cadres, de toute façon, tu les brûles. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu es amateur, tu n'as pas une chaudière à cire. Hein. Tu es d'accord? Donc, ouais, mais l'âge des cadres, ça n'a pas d'importance. En fait, je vais te donner la réponse inverse. De quoi elle est morte? Bah, tu sais pas. Ouais, mais elle était trop faible après pour aller au Candy. Le Candy, il était au-dessus du nourrisseur ou au-dessus de la plaque. Voilà, bah, elles peuvent pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le Candy, si elles sont trop faibles, elles peuvent pas monter pour aller le chercher, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on disait qu'il fallait le mettre en contact avec la colonie. Alors moi, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Vous êtes d'accord, hein? Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Je m'en fous. Hein. C'est ce que moi, je fais. Moi, je vous transmets ce que je fais moi. Si ça vous semble pas approprié ou que peut-être vous auriez une meilleure méthode ou que la méthode que vous avez aujourd'hui, elle vous convient, ne changez pas. Moi, je vous transmets ce qui marche pour nous et c'est tout. Rien d'autre. Je ne fais pas des cours d'apiculture. Hein. Juste une question pour qu'on dit posé sur les cadres. Il y a un moment où on va plus ou moins le nettoyer, si on arrive à nettoyer facilement. Bah, ils ont tout mangé. Hein. Non, mais ils ont tout mangé. Une colonie, bah, je t'emmène tout de suite. Une colonie qui est développée, ça n'a pas le temps de couler. Hein. Elle le mange, le Candy. Bah oui. S'il a coulé dedans, c'est que la colonie, elle était trop faible et qu'elle n'est pas apte à le manger. Elle est restée agglomérée dedans parce qu'elle avait froid, puis elle est morte. Regarde, c'est des palettes entières. Non, non, j'ai pas le temps, moi. T'es fou, toi. Ah bah nous, moi, il est chaud, je le prends du 4x4, je le mets sur la ruche. Non. Non, non. Mais non, parce que en le mettant en contact avec la colonie, la chaleur de la colonie, elle va monter, et puis elle va progressivement arriver à température. Il ne sera pas liquide, mais il sera plus facilement consommable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le met en contact. Ouais, voilà. Non, mais c'est sûr que tu peux faire plein de trucs, mais... Ouais. Ouais. Bah, on prend un pain de Candy, je vais te montrer. On prend un pain de Candy, je fais un petit trou dessus, je le mets sur la tête des cadres. Donc, bah, pour les nourrisseurs, tu fais comme ça. Ouais, bah, tu sais bien, les nourrisseurs, Nico, ils sont... Si tu as un nourrisseur bois, ça fait différent, mais... Voilà.
tu prends ton isolant, tu le mets dessus. Tu reprends ton nourrisseur, tu le mets par-dessus, et voilà, c'est fini. Et tu remets ton toit. Ah ouais, moi, bah, j'en ai pas... Même avec un nourrisson en bois, ça marche aussi. Ça marche pareil avec un bois. Hein. Que ce soit... C'est parce que en fait, j'ai aussi des nourrisseurs bois. Comment? Moi j'ai fait des trous dans la lune et comme ça je suis sûr que la lune il était vraiment. T'as fait des trous dans la lutte? J'ai pas posé la lutte sur le candy. J'ai Ouais, posé le la candy lutte sur la lutte. Ouais, mais faut pas. J'ai mis un trou dans le truc. Puis, du coup, Mais faut pas parce que du coup, elle maintient pas sa chaleur. comment ça maintient pas? Bah, elle est obligée de monter pour aller chercher le candy qui lui est pas chaud. Ah, il est sur le. Il est tout au-dessus de Ah ouais, parce que tu penses que du coup en étant au-dessus de l'isolant il est moins chaud quoi. Ah bah, c'est sûr. Ouais, d'accord. Bah, l'isolant, il est Je isolant. trouvais que c'était plus. L'isolant, il est isolant. Ouais, T'es c'est d'accord? ça. Mais ouais, mais comme il y a un peu de chaleur qui monte par le trou que t'as fait, Ouais, mais- Ouais, Ouais, mais. mais- Attaques dans le... Ah, alors, et d'une, je fais pas ça parce que après mon couvre-cadre isolant, il est troué. Il est troué quand même. Ok, ok. Il est troué. Donc bah, après, en saison, les fourmis elles vont s'y mettre, les abeilles elles vont manger encore plus. Donc moi j'aime bien comme ça. Ok, non mais. Ouais, Après, tu peux. Il y a des copains qui mettent dans le nourrisseur. Hein. Ou il y a même des potes qui mettent à l'envers, sans isolant. Tu mets pas d'isolant? Ouais, une bâche ça peut marcher, mais moi ce que j'aime bien, c'est que vous savez bien, le nerf de la guerre pour la colonie, c'est la chaleur. Au printemps, c'est la chaleur. Et en hiver, c'est la chaleur. Plus elle maintient sa chaleur, meilleure la colonie, elle va hiverner. Et puis moins elle va consommer. Si c'est bien isolé dans la ruche, ça hiverne mieux que si c'est la maison des courants d'air. Parce qu'elle va être obligée de consommer pour garder la chaleur à l'intérieur. Donc si jamais tu isoles vraiment bien et qu'il y a le moins possible de déperdition d'énergie, bah, la colonie, elle consomme moins et au printemps, elle est plus belle. Donc, moi, je préfère. Donc, tu vois, avec un nourrisseur bois, bah, la seule différence, c'est que tu as toute cette place. Mais, donc, tu peux le mettre dans ce sens-là. Bon, bah, tu remets ton isolant. Hop, tu mets ton nourrisseur. Et puis voilà. Ce que j'aime pas avec les nourrisseurs bois, c'est que ça pèse un âne mort. Non, mais c'est vrai. Et ça fait 400 grammes, ça fait 2 kilos. Et quand mais le plastique, tu t'en fous. Et tu sais, moi, ce que j'aime bien avec le plastique, c'est que... Ce que j'aime bien avec le plastique, c'est que ça condense. Tu sais? Ouais. Quand tu as un peu de chaleur, quand tu as toujours un petit peu d'eau, et du coup, la colonie, elle n'est pas obligée de sortir pour aller chercher de l'eau, elle a toujours un petit peu d'eau. Et c'est sa propre humidité qu'elle va consommer, c'est quand même pas mal aussi. Comment? Non, mais on a toujours un isolant bulle. Donc, en fait, il n'y a pas de froid. On va dire que ça, c'est vraiment saison. Si tu as une stimulation à faire, tu vas mettre du sirop. Non, au printemps, non. Hein. On ne met pas de sirop au printemps. Ah, le candy, c'est fin d'hiver. On va dire que le premier, tu le mets vers le 15 décembre, quand tu fais le dégoûtement, par exemple. Tu viens, tu mets un premier pain de candy pour être sûr qu'elles ne vont pas surconsommer. Et puis ensuite, le deuxième pain, c'est maintenant. Voilà. Et puis voilà, ça représente ça. On va dire pour les grosses colonies qui vont être... alors nous, on n'a pas tellement de ruches qui ont du candy. Parce que les ruches, c'est des ruches, quoi. Elles sont plus autonomes. Il y en a, hein, mais il y en a peu quand même qui ont du candy. Par contre, sur les ruchettes, comme on met qu'un demi-pain, souvent ça dure ce temps-là, quoi. Voilà. Moi j'ai une question sur les maladies qui peuvent croiser. Ouais, la nosémose, hein, c'est beaucoup ça. Du coup, la nosémose, tu fais comment? C'est-à-dire, déjà, tu regardes parce que Enfin, c'est surtout de la chiasse. La merde, non, c'est normal, mais... Non. Non, c'est pas dangereux. Alors, je vais peut-être... j'ai pas de nosémose. J'en ai plus, parce que je donne pas de sirop à outrance. Et du coup, ce qui va causer la nosémose, c'est le sirop. Et en fait, il y a une bonne technique pour... une technique simple qui va vous permettre de donner du sirop et d'avoir peu de nosémose ou pas de nosémose, c'est de mettre de l'acide acétique. Vous faites préparer du sirop, vous mettez 5 ml d'acide acétique
dans votre litre de sirop. Et cet acide acétique, il va briser les molécules de sirop et il va éviter que le sirop il soit acide, et donc, enfin non acide, et du coup qu'il soit mieux assimilable par les abeilles. Ou alors vous utilisez... Bah en fait, on le met directement dans la cuve. On met 1 litre d'acide acétique dans la cuve. Chez le rouge. N'importe où, hein, n'importe quel. Et en fait, c'est du vinaigre. Hein. Non, mais sauf qu'il est vraiment très concentré. Disons que du vinaigre, ça va être... je vous fais sentir un bidon d'acide acétique. Le vinaigre, il va être concentré à 60% d'acide acétique, que là, c'est 95% d'acide acétique. Donc c'est quand même très, très acide. Mais c'est ce que les abeilles, elles ont besoin pour leur système digestif. Hein. Non, non, tu vas mourir. Je te jure. Ça... Décongestionné. Ouais, bah t'as les dents qui vont se déchausser dans 1 heure. Un peu de nosémose, c'est rien. Exactement. Et puis tu peux lui donner un peu de pâte protéinée parce que souvent c'est une carence aussi. Hein. La nosémose, elle arrive par ce système-là. C'est comme toi, si tu manges beaucoup de légumes, moi j'en mange pas, mais pour les gens à qui ça arrive, t'es vite malade. Bah là c'est un peu pareil, si elle mange du sirop qui n'est pas forcément très bon, et puis c'est une carence en pollen aussi. Les maladies que vous allez pouvoir rencontrer maintenant, c'est toujours les mêmes. C'est l'abeille sarcophiée, vous savez, c'est quand on commence à trouver dans le fond, ça fait des déchets blancs. Et oh putain, l'acide acétique, il arrache. Donc ça fait comme si c'était des cocons blancs. Bah ça, c'est parce que il fait trop froid dans votre ruche. Et donc il y a des larves qui meurent sarcophiées. Elles meurent... ouais, c'est un peu ça, congelé. Et puis du coup, ça fait comme une... je sais pas comment expliquer, mais c'est souvent le froid qui fait ça, et ça se guérit bien. Après, on peut avoir des cas de nosémose. Et puis dans l'ensemble, au printemps, c'est quasi tout ce que tu vas trouver. Tu peux pas... T'en as pas. Bah, puis la fausse teigne, en fait, dans une colonie en bonne santé, il n'y a pas de fausse teigne. Après, le varroa, tu peux... En début de saison, vous en avez combien sur le plancher? Bah, 0. Ouais, l'idéal. Bah non, mais par 24 heures, c'est 0 en début de saison. Si t'en as déjà... Par 24 heures, j'en ai eu 1,5. Ouais, ça va. Après, tu peux faire... ce qui est bon de faire, c'est un petit traitement à l'acide acétique, à l'acide oxalique au tout début, aux premières ouvertures. Quand vous allez agrandir le couvain, vous faites une petite seringue, vous mettez un petit peu d'acide oxalique. Ça va, même s'il y a du couvain, ça va quand même nettoyer un peu les abeilles, ça va leur éviter d'être trop parasités, quoi. Et sinon, il faut des VSH, les potes. Hein. Et donc voilà. Hein? On n'en a pas. Du coup, c'est bon là? On parle beaucoup des pâtes protéinées en ce moment. Ouais, ouais. Et je sais pas, ça a vraiment un rôle. Bah, Si la ruche va bien, on va voir rentrer du pollen. en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les apiculteurs, ils se laissent un peu emporter, tu vois. Ils se laissent un peu emporter par le toujours plus. Le problème de mettre de la pâte protéinée aux abeilles, c'est que, encore une fois, tous ces apiculteurs-là, il va falloir qu'ils achètent des échelles parce qu'ils vont avoir des essaimages à gogo. Parce que c'est de la stimulation. C'est de la stimulation. Si elle a déjà du pollen, mais que tu lui rajoutes du pollen encore, qui est très protéiné parce qu'ils n'utilisent pas... En fait, tu vois bien que dans la saison, plus les plantes, elles fleurissent, et plus le pollen, il est concentré. Et il est fort. Sur du pollen de noisetier, c'est 16% de protéines ou 15% de protéines. Donc, c'est des pollens très, très peu riches. Mais c'est normal, parce que la colonie, elle n'a pas besoin d'avoir un subdéveloppement. Et puis, plus tu avances en saison, plus les pollens y sont riches, parce que la colonie, elle en a de plus en plus besoin. Donc, si tu donnes de la pâte protéinée qui est très concentrée en protéines, bah, tu vas avoir un développement rapide de ta colonie et que tu ne sauras pas gérer dans le temps. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut absolument éviter l'essaimage. L'essaimage, c'est la perte de la colonie. Et même si certains récupèrent des essaims ou pensent qu'avoir un essaimage chez soi, c'est bien, ben c'est tout le contraire. C'est de la non-sélection aujourd'hui, on considère l'essaimage. Même si c'est naturel à une colonie, avoir un taux d'essaimage trop élevé, c'est pas bon non plus. Donc, pas de pâte protéinée. N'en mettez pas, ou si vous voyez
voilà une colonie qui a de la nosémose ou du couvain sarcophié, n'hésitez pas à lui mettre, mais c'est un quart de pain, hein. Un quart de pain de candy protéiné, vous lui mettez sur la tête de cadre, ça va l'aider à passer ce moment difficile. Non, mais ça peut arriver. Si par exemple tu habites dans une zone urbaine, il n'y a pas de problème. Mais si tu habites dans une zone près des champs et que tu n'as pas trop de diversité, bon bah il faut leur apporter du pollen parce qu'elles n'ont pas assez d'entrée. Mais nous, par ici, on n'est pas trop embêtés quand même, hein. Bah, en ville encore moins. Et puis non, pour tous là, bah toi la vallée c'est tranquille, hein. Il y a plein de saules partout. Elles ont un pollen de qualité, quoi. Donc voilà. Ouais, sur les plateaux, même en grande culture, quoi. Tu sais bien, il y a beaucoup des ruchers en bordure de pré ou en bordure de champ. Dans un pré ou dans un champ, il n'y a rien. Il n'y a plus de noisetier, il n'y a plus de bordure, il n'y a plus rien. Donc là, c'est sûr qu'en début de saison, tu te sens obligé de les aider, quoi. C'est fini ? On va boire un coup, du coup. 11h. Ouais, mais je suis à l'heure. Oh, oh. Ouais. Non, mais on n'est pas en fin de saison. Sinon, je me fais tabasser, moi. Vous savez pas ce que je prends après. Ouais, on va dire, il y a deux règles. C'est soit si tu as des rennes, bah, tu peux faire ça jusqu'en septembre. Et c'est même bien de le faire en septembre. Parce qu'il n'y a plus de mâles, du coup l'acceptation de la reine il sera encore plus facile. Et si tu n'as pas de reine fécondée sous la main, juillet. On va dire dernière semaine de juillet, c'est dernier quart. Et puis tu essaies de les rapprocher d'un endroit où tu sais qu'il y a des apiculteurs pour avoir des mâles. Ou alors tu gardes une ruche orpheline dans ton jardin. Tu vois, il y a des techniques pour réussir, quoi. Mais ouais, fin juillet c'est la fin. Et puis après septembre. Septembre c'est une bonne période pour remplacer les rennes aussi, hein. Si tu as des vieilles rennes, c'est une très bonne période. Et du coup, bah ouais, renouveler des cadres ou renouveler une colonie à cette époque-là, c'est bien, hein. Il n'y a plus de mâles. Du coup, les rennes, elles se sentent obligées, enfin les abeilles, elles se sentent obligées d'accepter la reine. C'est vraiment beaucoup plus facile, quoi. Ouais, parce que l'automne, moi, sur les 10, j'en ai 6 qui sont sur 10 cadres et les 4 sont sur 9. J'ai pas réussi à réduire. On n'ose pas, quoi. Ouais, parce que si tu me vois, moi, j'ai pas réussi, moi, ça. Non, mais on n'ose pas enlever les cadres, on se met sur le pied pour l'hiver, quoi. Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah, tu sais, 40 kilos de miel dans une ruche, ça sert à rien. Une ruche, elle doit faire entre... Nous, les ruches Nico comme ça, enfin les ruches avec le fond Nico comme elles sont là, il faut qu'elles fassent entre 37 et 39 kilos pour passer l'hiver. Sur 7 cadres, 6-7 cadres. 7 cadres. Et ça passe. Tu reviens au printemps, là, je t'en emmène. Il y en a, elles ont encore 3 cadres de miel entier. Comme je disais tout à l'heure, moi, je vais vous faire rigoler, mais vous allez voir dans quoi j'hiverne les ruches. Les essaims. Attends, pardon, excuse-moi. Bon, cassez-vous tous, là. Hein? Elles sont belles, hein? Donc ça, c'est des ruchettes. Des ruchettes dans lesquelles on fait des essaims, nous, toute l'année, hein. On fait 3 séries d'essaims dans ces ruchettes-là. Et en fait, elles sont sur 3 cadres, avec une partition centrale. Elles sont démarrées avec un cadre de couvain seulement, un seul cadre, un cadre de bouffe, et puis une cire neuve, et puis une cellule royale. Quand la reine, elle pond, on décale le cadre de nourriture, et puis on met la cire gaufrée au milieu. Et donc, elles hivernent là-dedans. Mais sur 3 cadres, hein. Donc, tu vois, une colonie qui est bien isolée, il n'y a pas de problème. Et le fond, c'est un fond grillagé complet. Non, ça... Donc, faut pas trop en mettre, quoi. Ouais. On en a... T'as 40 ruchettes, tu fais 80 essaims. Et puis, bah, comme... Ouais. Bah, je te le dis, 3 cadres. Bah, les mini plus... Comment? Ouais, mais c'est 2 colonies. Bah, 3 cadres aussi. Enfin, 4 cadres, on va dire. Si tu mets une partition chaude de chaque côté, que ta ruchette, elle est bien nourrie, dans une ruchette bois ou une ruchette polystyrène, tu peux la mettre sur 4 cadres, hein. Nous, on en a sur 4 cadres qui ont hiverné, hein, sans problème. Les derniers qu'on a fait, qui ne sont pas trop développés. Ah bah, nous, on a des mini plus tu vois, ce format que vous avez derrière, là,
Bah, on en a qui hivernent sur un élément. Ouais, si. Ça veut dire que t'as pas donné de. T'as pas donné pas de candy ou choses comme ça d'hiver. Enfin, Ah non, non, bah non, il faut pas. d'accord. Il Ça faut veut dire que tu remets du candy là seulement si. En décembre, ouais. Ouais, en décembre, j'en mets un, je vérifie le poids. En décembre, je vais mettre un demi-pain. Et puis, dès qu'il est mangé, j'en remets un. Après, j'arrête plus, par contre, hein. Dès que j'en ai mis, j'arrête pas d'en mettre. Jusqu'à temps qu'il y ait une mielée qui me semble intéressante, comme là, le saule marceau. Mais sinon, j'arrête pas d'en mettre. Parce que si tu leur as donné à manger, c'est qu'elles en ont plus trop. Si tu arrêtes de leur en mettre, elles vont finir les réserves qu'elles avaient. Puis, le moindre coup de dur, elles vont crever, quoi. Donc, il faut vraiment attendre que le nectar y rentre pour arrêter de mettre du candy. De toute façon, le candy, dites-vous bien, vous pouvez le mettre. Si elles n'en ont pas besoin, elles ne le mangent pas. Et si elles en ont besoin, elles le mangent. Donc, et elles ne peuvent pas le stocker. Donc, tu ne peux pas avoir de résidus dans ton miel puisqu'elles ne le stockent pas. Donc, dis-toi bien que tant qu'elles en ont besoin, tu leur laisses. Il n'y a pas de problème. Un cadre de couvain, un cadre de miel, un cadre de lait, une de tes mamans. Ouais, une cellule même. Nous, on met des cellules. Et c'est tout. Une cellule royale à 10 jours ou même à 3 jours, on fait. 80% de chance qu'elle revienne. Non, on a plus que ça, hein. L'an dernier, c'était 91% de fécondation. Donc on met 100 reines, on met 100 cellules royales, on a 91 reines en ponte. Sur les 91 reines en ponte, on en a 5 qui sont mauvaises, qu'on va écraser, qu'on suppose qu'ils ne sont pas aussi bonnes. Bah, hein, chérie. Ça fait... Et... Ouais. Non, mais même dans les mini-plus, hein. Nous, c'est notre taux de fécondation. C'est pour ça que quand j'entends des gars qui me disent ah, moi, j'ai pas retrouvé la reine dedans, ou il y a un problème, quoi. Bon. Ouais, ou nous, on s'en fait voler aussi, hein. Mais bon, là, j'ai affûté la 9-3, là, le prochain qui me vole. Ma parole, il prend 2 bastos dans sa gueule, hein. Ah bah, on se fait voler 80 à 100 rennes par an tous les ans. C'est un calibre de carabine. Ouais, bah au début, alors ça fait 3 ans qu'on a le même gars qui nous vole des rennes. On est sûr que c'est le même, hein. Depuis 3 ans. La première année, il était un peu teubé. Donc il prenait... Ah ouais, franchement, il devient bon, hein. Il secouait tous les cadres d'une mini plus ou d'une Keller, sûrement dans une boîte ou dans une ruchette, on ne sait pas trop comment il faisait. Il secouait tous les cadres avec toutes les abeilles et la reine. D'accord ? On revenait, on trouvait un joli rond de couvain, 40 abeilles, tout, et c'est tout, rien d'autre. Ok ? Maintenant, il est plus malin, il prend juste la reine. Donc tu viens, tu trouves du couvain fermé, des cellules royales et plus de reine. Impeccable. Bon, moi ce que je dis, c'est qu'il ne me casse rien. Il me vole des reines, mais il ne me casse rien. Bah, inutile. Inutile. Ouais, mais tu sais, je ne suis pas en permanence sur tous les ruchers, hein. Donc il faut du temps. Tu sais, il vient, il en vole 5. Bah non, elles sont marquées qu'une fois qu'on les a attrapées. Bon, enfin, on s'en fout, c'est anecdotique, ça, hein. Ça arrivera que je tomberai dessus, puis j'y casserai les dents, puis on n'en parle plus. Non, mais ouais, mais tu fais ça. Alors moi, je vais te dire, j'ai pensé à plein de trucs. Tu mets une ruche piège, tu mets une ruche avec des frelons asiatiques enfermés, ce que tu veux. Ok, n'importe quoi, tu peux trouver 10 000 idées, moi j'en ai plein, hein. Le mec, il lui arrive quelque chose. Non, il ne va pas porter plainte. Mais 3 jours après, il va revenir, il va retourner toutes les ruches du rucher, il va tout casser en 1000 morceaux. Là, il vient, il me vole des rennes, mais il ne me casse rien. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Ça sert à rien. On l'a déjà pris, là, en vareuse, il se promène dans le rucher, il ouvre un toit, ah, il y a du miel, hop, il ouvre un autre toit, ah, il y a du miel. Maintenant, nous, au début, on avait un système de marquage pour savoir les ruches qu'il fallait remettre des cellules, celles qui étaient prêtes. Parce que souvent, nous, comme les rennes, on les laisse pondre 1 mois, bah, quand on a des lots complets de rennes, on aime bien venir voir le pourcentage, combien on va pouvoir en vendre telle semaine, tu vois. Donc, on venait, et puis sur toutes les ruchettes qu'on avait repérées qui avaient des rennes, on mettait des plaques de couleur. Bah, tu peux y aller à chaque fois qu'il volait des rennes, c'était toujours sur celle-là. Il avait compris ce qu'on faisait, quoi. Tu vois ? Et du... Ah bah, il en vole 100 par an. Non, ce qu'on pense, c'est que c'est un amateur, plus, tu vois, peut-être quelqu'un qui a 30 ruches. Non, mais écoute bien, t'as pas fini. Il doit peut-être avoir 30 ruches, et puis il vend des rennes. Il vient, il a des commandes, il prend 20 rennes cette semaine-là, et puis il les vend. Ouais.
Et puis ils vendent des rennes de qualité. Hein. Attends, il doit... sans vouloir déconner, il doit avoir des bons clients après. Hein. Et j'espère qu'il ne marque pas l'origine sur les boîtes, l'enculé. Un acheteur potentiel. Ouais, mais je ne vais pas le rouler. Hein. Je pense que le gars, si je ne l'ai pas gaulé en 3 ans, c'est qu'il est malin quand même. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais je m'en fous, il ne me fait pas plus de mal que ça. Hein. C'est 80 rennes sur 2000. Non, il casse rien. Hein? De quoi? Ouais, c'est vrai. Ouais, il nous a volé des Kieler. Donc tu vois, des Kieler, c'est un petit format d'élevage. Et en fait, on en avait 200. Au début, on en avait 200. Et puis l'année dernière, on rentre tout, puis on commence à tout gratter. Puis je dis avec Sonia, ça serait bien qu'on les compte, qu'on voit combien il y en a. On n'en a plus que 147. Il en a volé 53. Eh, il est gonflé, le gars. Ah, mais je vais le buter, c'est pas grave. Montagny, au cochon. J'en ai. Marche pas. Rien du tout. Ah non, ça j'ai pas. Mais je vais en acheter cette année. Ouais, mais je... Non, il y a deux ruchers sur lesquels il va. Ah, une question. Tu connais pas un gendarme qui pourrait te conseiller? Un gendarme en retraite avec l'expérience. Si, mais... Ouais, mais en fait, tu t'aperçois que c'est presque les pires crapules, c'est eux. Hein. Le cas pour qu'il tombe et qu'il enlève son truc, ou la fosse avec un pieu et de la chaux. Ouais. Non, mais je l'emmène à Montagny, il se fera manger par des sangliers, ça il fera du bien. Non, mais il n'y a pas de raison. Je sais que comme ça, vous, ça peut vous paraître incroyable que je vous dise ça. Moi, ça me met en colère sur le coup, mais après, je me dis, bah ouais, mais il me casse rien. Et je te jure que je me répète ça sans cesse. Bah ouais, mais il me casse rien. Bah ouais, mais il me casse rien. Mais t'as raison, si tu réagis, il va réagir comme ça. Il me casse rien. Il vient, il vole 20 rennes, il s'en va. La fois d'après, il en vole 5, il s'en va. Bon, bah, il me manque 20 rennes sur ce qui... Ouais, bah, les flics... Les gendarmes, apparemment, ils avaient arrêté un gars. Il y a 2-3 ans, ils avaient arrêté un gars qui se promenait en vareuse avec une ruchette sous le bras. Tu vois? Et ils sont passés, les gendarmes de Méru, ils nous connaissent bien. Donc ils se sont arrêtés et puis ils ont été voir ce qu'ils faisaient et tout. Et puis bon, bah, les explications du gars, ils semblaient pas très pertinentes. Du coup, bah, ils ont dit, écoutez, on a pris votre numéro de plaque, on veut plus vous voir ici. Voilà. Et puis ils me l'ont redit après, j'ai dit vas-y donne-moi le numéro de plaque et tout, ils ont dit non. Donc c'est une mauvaise idée, non. Le problème pour le gendarme, un vol de ruche, c'est pas important. Voilà, c'est ça. Puis il n'a pas volé de ruche, la ruchette elle était sous le bras, mais c'était pas une à moi, il était venu avec une ruchette et puis... Alors est-ce que c'est un gars? Est-ce que c'est un... Parce qu'un jour je vous raconte, je vais vous choquer là, un jour je vous raconte, j'étais dans mon rucher de fécondation en train de travailler, j'entends parler. Je dis putain, c'est quoi cette voix que j'entends? Donc j'étais décalé, mon 4x4 il était dans le bord et tout. J'avance, j'essaie d'aller vers la direction du... Et je vois 2 mecs en vareuse à l'entrée de mon rucher, en train de discuter quoi. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est privé ici, vous êtes en vareuse et tout. Il me dit, ah non mais vous inquiétez pas, on est apiculteur amateur, on vient pas vous voler ou quoi que ce soit, on vient juste voir. Je dis non mais là faut vous casser parce que... Non, c'était 2 pépés, je suis sûr et certain qu'ils venaient juste regarder. Vraiment. Ouais, mais pourquoi la vareuse? Bah pour pas se faire piquer, ils avaient peur. Bah surtout chez moi. Ouais, c'est ça, c'est que quand t'es apiculteur amateur, s'ils avaient c'était 2 petits vieux. Non, franchement, je pense pas qu'ils venaient voler, mais tu sais, ils avaient dû avoir un copain qui leur avait dit qu'il y avait des ruches là, puis ils venaient voir quoi. Avec les belles couleurs que tu mets, ça attire. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'il y a que des couleurs sur les mini plus. Maintenant, sur Google Earth, on les voit. Ah ouais? Ouais, moi j'ai un gars que je connais, un apiculteur professionnel. Enfin maintenant il travaille plus, il a arrêté. Mais son hiver, il passait l'hiver, quand nous par exemple, il savait qu'on était ici, donc il se doutait que les ruchers étaient proches, et ben il passait ses hivers sur Google Earth à repérer les ruchers des collègues. Quoi. C'est gire. Pour info, la MSA compte vos ruches aussi grâce à Google Earth. Oh. Bah ils n'ont pas fini avec moi. Hein.
J'espère qu'ils ont des grandes feuilles. Hein. Parce que tu vois, nous, on a 1100, 1200 nucléides de fécondation. Donc, quand tu es sur un rucher et que tu as 1000... Enfin, nous, on a des ruchers où il y a 300 nuques. Hein. Je sais pas, Christian est déjà venu, David est déjà venu. On a des ruchers où c'est 300 nucléides de fécondation. Donc, tu sais, quand on nous parle de saturation et tout, nous, ça nous fait péter de rire. Hein. Et s'ils s'amusent à compter ça, j'espère qu'ils sont bons sur les retenues, parce que... J'ai reçu un courrier des dessins en disant que tu as déclaré 10 ruches au rucher de la Garenne et puis en fait on avait 50. Ouais, mais maintenant, tu déclares plus le nombre. Maintenant, tu déclares plus le nombre de ruches. Allez.